Pendant des années, le monde a concentré son attention sur Saddam Hussein, le dictateur qui a défié l'Occident, envahi les pays voisins et écrasé son propre peuple. Mais à l'intérieur du palais, loin des caméras internationales, se déplaçait quelqu'un d'encore plus cruel, plus imprévisible et plus craint par les Irakiens eux-mêmes, son fils aîné, Uday Hussein. Il n'a pas seulement hérité du pouvoir, il a aussi reçu une liberté totale d'agir comme il le voulait. Sa violence ne visait pas les armées ni les adversaires politiques, mais des individus ordinaires, sans protection ni échappatoire. Selon Latif Yahya, l'homme forcé de vivre comme son double officiel, le véritable enfer ne se trouvait pas dans les couloirs du pouvoir, mais derrière les portes closes où Uday choisissait ses victimes. Là, la logique disparaissait et commençait un jeu pervers où seul lui dictaient les règles. C'est à cela qu'il a dédié sa vie, à écraser les plus vulnérables. Femmes, jeunes, étudiants, épouses d'officiers, toutes pouvaient devenir des cibles sans préavis. Mais qu'est-ce que Uday Hussein a pu faire de plus inhumain? Dès le début, le régime irakien a tourné autour de la figure de Saddam Hussein, un homme qui s'est assuré de consolider le pouvoir dans tous les aspects de la vie nationale, et au sein de ce cercle d'autorité absolue se trouvait son fils aîné, Uday, qui a grandi entouré de privilèges, l'ayant éloigné de toute limite sociale ou morale. Élevé dans une famille où la violence était la norme et la peur un instrument quotidien, Uday a appris très jeune qu'il pouvait disposer de tout à sa guise et que personne n'oserait l'arrêter, car son nom de famille suffisait à lui garantir une impunité absolue. Son enfance n'a pas été marquée par des jeux ou des études comme celle des autres enfants, mais par une exposition constante à la brutalité de son père, qui organisait des exécutions publiques pour terroriser la population, et loin de rejeter ces scènes, le jeune homme les assumait comme une démonstration de force qui le fascinait et le façonnait. Alors que d'autres enfants étaient effrayés en voyant les châtiments exemplaires ordonnés par Saddam, il les observait avec enthousiasme, comprenant que cette capacité de décider de la vie et de la mort était le véritable pouvoir, et dans cet environnement son caractère s'est formé jusqu'à devenir une personnalité déséquilibrée, incapable de reconnaître la valeur humaine chez les autres. Dès l'adolescence, il a commencé à montrer des traits de violence qui ne pouvaient plus être considérés comme de simples actes de rébellion, car chaque incident se terminait par des disparitions ou des morts de personnes qui osaient le contredire. Un cas qui est resté gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont connu s'est produit pendant ses années scolaires, lorsqu'il a emmené une jeune femme à son collège en signe de défi contre les règles. Ayant été réprimandé par un enseignant, cet homme a tout simplement cessé d'exister peu après, ce qui a renforcé chez Uday l'idée qu'il était au-dessus des règles et que personne n'oserait le punir. L'impunité est devenue une partie de son identité, et chaque acte de violence était un pas de plus dans sa transformation en une figure crainte de tous. À mesure qu'il grandissait, les privilèges se multipliaient. Uday avait accès à des luxes inimaginables pour la majorité de la population irakienne, des automobiles importées aux manoirs remplis de domestiques, et tout cela renforçait sa perception d'être intouchable. Dès sa jeunesse, il a commencé à fréquenter des fêtes privées, organisées dans les palais du régime, où l'alcool et l'ostentation dictaient le rythme des nuits. C'est là qu'il a commencé à porter son attention sur les femmes comme des objets de désir qui pouvaient être pris sans leur consentement, et il a rapidement développé un schéma de capture forcée et de soumission qui se répéterait pendant des années. Pendant des années, Uday a perfectionné un système qui lui permettait de disposer des femmes sans obstacle, grâce au soutien inconditionnel de son entourage militaire et politique. Ces pratiques n'ont pas surgi du jour au lendemain, mais ont été le résultat d'une éducation déformée et d'un contexte où la violence était célébrée comme une preuve de pouvoir. L'environnement familial n'offrait pas non plus de retenue. Sa mère, Sajida Talfa, cousine et épouse de Saddam, protégeait constamment son fils aîné des conséquences de ses actes, intercédant lorsque son mari montrait de la colère face aux excès du jeune homme, et cette défense inconditionnelle a contribué à ce qu'Uday se sente libre de faire ce qu'il voulait. Ainsi, la structure de pouvoir du régime ne lui a pas seulement ouvert les portes à des postes d'autorité, mais lui a également accordé une couverture politique et sociale pour que ses crimes soient passés sous silence. Les fonctionnaires, militaires et bureaucrates de l'État savaient ce qui se passait, mais la peur des représailles rendait toute dénonciation impossible. De cette manière, chaque fois qu'une famille tentait de réclamer la disparition d'une fille, elle finissait par être menacée ou punie, ce qui renforçait la culture du silence qui a permis à l'horreur de se propager sans frein.
En parallèle, Oudaï a assumé des postes visibles au sein du régime, se présentant comme une jeune figure représentant la continuité du pouvoir familial. Il a été nommé responsable du comité olympique irakien et de la fédération de football, poste qu'il a utilisé pour imposer un régime de terreur aux athlètes, dont beaucoup ont été battus, emprisonnés ou même assassinés pour ne pas avoir répondu à ses attentes sportives. Bien que cette facette brutale soit largement rappelée, derrière les murs de ses palais se déroulait un scénario encore plus macabre, l'utilisation systématique des femmes comme victimes d'un appareil de soumission personnelle. Ces installations, qui devaient symboliser la modernité et le prestige, sont devenues des centres où régnait l'abus structurel, et Oudaï y exerçait un contrôle absolu sur la vie de chaque femme qui y était emmenée. Les témoignages ultérieurs recueillis par d'anciens collaborateurs et les documents judiciaires s'accordent à dire que sa façon d'agir est devenue prévisible pour ceux qui l'entouraient, bien que personne n'ait osé intervenir. Une fois dans ces domaines, la victime n'avait aucune issue. Souvent, elles étaient sédatées ou menacées de représailles contre leurs proches, et si elles résistaient, les conséquences pouvaient être fatales. Certaines survivantes ont raconté qu'après avoir été violentées, elles étaient jetées à la rue dans des conditions dégradantes, tandis que d'autres n'ont jamais été revues. On estime que des dizaines, voire des centaines de femmes ont disparu durant ces années, bien que le nombre exact soit impossible à établir en raison de l'hermétisme du régime et de la destruction des preuves après l'invasion étrangère qui a mis fin au gouvernement de Saddam. Ce qui est clair, c'est que le comportement d'Oudaï n'était pas un secret isolé, mais une pratique connue au sein des cercles du pouvoir, tolérée par peur et par commodité. Le récit de Latif Yahia, l'homme contraint d'être le sosie d'Oudaï, apporte des détails qui confirment cette dynamique. Selon ses mémoires, il accompagnait Oudaï dans des hôtels de Bagdad où celui-ci sélectionnait des femmes à la vue de tous, ordonnant qu'elles soient emmenées à sa voiture sous la menace de la mort. À de nombreuses reprises, Yahya a été témoin de la façon dont le fils du dictateur s'entourait de jeunes femmes lors de fêtes interminables chargées d'alcool, et comment ces réunions se terminaient par des scènes de mauvais traitements impitoyables que personne n'osait remettre en question. La narration décrit clairement comment les orgies se combinaient avec des épisodes d'une cruauté extrême, et comment les victimes étaient traitées comme de simples objets jetables. Ce type d'épisode n'était pas exceptionnel, mais faisait partie d'une routine quotidienne où la dégradation humaine devenait le centre du divertissement d'Oudaï. Le pouvoir d'Oudaï ne se limitait pas à ses résidences privées. La garde républicaine et les services de renseignement collaboraient avec ses ordres, garantissant qu'aucune femme ne puisse échapper à son contrôle. Chauffeurs, médecins et officiers faisaient partie d'un réseau de complicité qui assurait que les victimes soient capturées, cachées et effacées, sans laisser de traces. Les médecins étaient obligés de dissimuler les conséquences physiques de ces abus, et dans certains cas, ils intervenaient pour éliminer toute preuve future. Tout était conçu pour que les actions d'Oudaï restent en dehors de tout registre officiel, et ceux qui tentaient de résister étaient sévèrement punis. Cet engrenage institutionnalisé a fait des femmes les principales victimes d'un système qui fonctionnait sur mesure pour un individu sans scrupules. Contrairement à d'autres dirigeants autoritaires qui cachaient leurs crimes, ils le faisaient avec une impudence totale, soutenus par des assistants qui savaient parfaitement quel était leur rôle: chercher, identifier, déplacer et réduire au silence. Les récits les plus cohérents s'accordent à dire qu'Oudaï n'avait pas besoin de justifier ses actes, il pointait juste du doigt une jeune femme dans la rue, lors d'un spectacle ou dans un salon, et la machine se mettait en marche. Beaucoup de ces enlèvements se produisaient devant des témoins, dans des universités, des réceptions officielles ou des événements sportifs où les femmes étaient emmenées de force par des gardes du corps en civil ou des soldats en uniforme de gala. Dans certaines occasions, la force n'était même pas nécessaire. Une invitation signée de son nom suffisait pour que les familles, par peur ou par commodité, envoient leurs filles, croyant qu'il s'agissait d'une reconnaissance ou d'une offre d'emploi. Une fois à l'intérieur des résidences privées d'Oudaï, il n'y avait plus de retour en arrière. Les femmes étaient enfermées dans des pièces sans fenêtres, surveillées par des gardes qui obéissaient sans se poser de questions. Si l'une d'elles résistait, elle était maltraitée, droguée ou intimidée par des menaces de représailles contre ses parents ou ses frères. Dans les témoignages recueillis par Latif Yahia, le double d'Oudaï, on décrit avec précision comment beaucoup arrivèrent vêtus pour une fête
et finissaient jetées comme des rebuts dans les couloirs, sans savoir si elles allaient être libérées ou réduites au silence pour toujours. Les sessions d'abus n'étaient pas des actes individuels ni sporadiques, mais des rituels montés comme des spectacles pour satisfaire les désirs de quelqu'un qui ne trouvait de plaisir que dans l'humiliation totale. Dans de nombreuses occasions, Uday convoquait plusieurs de ses collaborateurs pour assister ou même intervenir dans les actes, montrant clairement que personne ne devait détourner le regard. Les pièces étaient équipées de caméras qui enregistraient tout ce qui se passait, et ces enregistrements étaient ensuite utilisés pour faire chanter les victimes ou pour son propre divertissement. Si une femme tentait de s'échapper, elle était pourchassée par les services de renseignement et ramenée comme un trophée blessé, avec des conséquences encore plus cruelles que la première fois. Celles qui survivaient étaient libérées dans des conditions physiques et psychologiques déplorables, et beaucoup d'entre elles préférèrent se taire par honte, par peur, ou parce qu'elles savaient qu'elles n'avaient personne à qui se confier. Le schéma se répétait en toute impunité. Personne n'était en sécurité. Filles de diplomates, étudiantes, chanteuses, infirmières, journalistes, actrices de télévision, athlètes et même des mineurs, toutes pouvaient devenir une cible si elles correspondaient à l'humeur ou aux caprices d'Uday. Peu importait leur origine sociale, leur foi ou leur situation politique. Si quelque chose dans leur apparence l'attirait, la décision était prise. En plus d'une occasion, Uday s'est présenté dans des écoles sous prétexte de donner des discours ou de distribuer des bourses, mais il y allait en réalité pour choisir de nouvelles victimes. Ensuite, il organisait des dîners dans ses résidences où les jeunes filles étaient obligées d'assister sans savoir ce qui allait se passer après. Certaines disparaissaient cette même nuit. D'autres passaient des jours retenus, sans contact avec l'extérieur, jusqu'à ce que leur corps soit abandonné dans des lieux éloignés ou jeté dans des canaux sans identification. Le réseau de complicité était vaste. Des officiers de l'armée, des agents des services secrets, des assistants, des chauffeurs, des cuisiniers et des médecins participaient en silence, chacun remplissant des fonctions précises. Les médecins intervenaient lorsqu'il fallait effacer des traces ou effectuer des procédures non autorisées. Les chauffeurs transportaient des jeunes femmes dans des véhicules sans plaque d'immatriculation. Les cuisiniers préparaient des banquets qui déguisaient ce qui était sur le point de se produire. Il y avait même des stylistes chargés de maquiller et d'habiller les femmes selon les caprices du fils du dictateur. Tous savaient que désobéir pouvait leur coûter la vie. Personne ne parlait. La peur était absolue, comme un gaz invisible qui parcourait tout le système. L'un des épisodes les plus cruels, raconté dans Le Double du Diable, a commencé après une cérémonie sportive. Uday a jeté son dévolu sur une jeune fille dans le public et a donné l'ordre de l'emmener au palais. La fille a tenté de résister. En arrivant, la situation est devenue violente. Elle a été maîtrisée, enfermée pendant des heures et réduite au silence. Dans une autre pièce, entre rires et verres, on assistait à ce qui se passait sans bouger le petit doigt. À l'aube, son corps n'était plus là. Il a été éliminé comme s'il n'avait jamais existé. Personne n'a rendu de compte. Sa famille n'a jamais reçu d'explication. Et son histoire n'était qu'une parmi tant d'autres, toutes avec le même schéma, disparition, silence et horreur. Dans certains cas, les femmes survivantes ont tenté de parler. Une jeune étudiante a réussi à s'échapper du manoir d'Uday et a cherché refuge à l'ambassade d'un pays européen. Là, elle a raconté ce qu'elle avait subi, mais le régime a réagi immédiatement. L'ambassade a subi des pressions, sa famille a été menacée et elle a fini par être expulsée. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. D'autres femmes se sont adressées à des religieux ou à des médecins pour demander de l'aide, mais ils ne pouvaient rien faire. Le contrôle du régime était si écrasant que même les hôpitaux avaient pour instruction de ne pas signaler de blessures compatibles avec la violence si l'auteur pouvait être lié à Uday. La peur paralysait toute la société. Les familles savaient que le fait de demander après une fille disparue pouvait leur coûter la vie à tous. L'un des aspects les plus troublants de ce système était sa régularité. Il ne s'agissait pas de pulsions occasionnelles ou de nuits d'excès. C'était une routine. Chaque semaine, il y avait de nouvelles femmes. Les anciennes étaient écartées. Certaines étaient retenues pendant des jours, d'autres pendant des mois. Beaucoup étaient obligées de signer des documents dans lesquels elles s'engageaient à ne pas parler. D'autres étaient photographiées dans des situations compromettantes et ensuite menacées de voir les images diffusées si elles ouvrirent la bouche. Les plus jeunes, en particulier les mineurs, étaient traités avec un mélange d'indulgence et de brutalité. Uday les appelait ses princesses, tout en les soumettant à toutes sortes de punitions. Certaines de ces filles ne savaient même pas où elles étaient.
Elles avaient été emmenées directement de leurs écoles ou de quartiers modestes, sans contact avec le monde extérieur. L'usage de drogue était courant. On administrait à beaucoup des pilules dissoutes dans des boissons alcoolisées ou des jus pour affaiblir leur volonté. D'autres étaient forcés de consommer des substances pour faciliter leur contrôle. En plus d'une occasion, les fêtes commençaient avec de la musique et des rires forcés, mais se terminaient en scènes de cris, de violence et de corps inertes. Uday trouvait du plaisir à dominer jusqu'au moindre geste de ses victimes. La soumission ne lui suffisait pas, il avait besoin de voir la peur dans leurs yeux. Il voulait qu'elles sachent qu'elles ne pouvaient rien faire. Ce sentiment de contrôle total était sa drogue personnelle. C'est à cela qu'il était accro. Et les rares personnes qui ont essayé d'arrêter cette machine ont échoué. Des membres de la famille influents ont demandé des réunions avec Saddam pour dénoncer les excès de son fils. Au lieu d'arrêter Uday, le dictateur réprimandait ceux qui osaient le questionner. Dans d'autres occasions, de hauts gradés de l'armée ou du parti Baas ont commenté en privé leur inquiétude, mais ils ont fini par être rétrogradés, exilés ou assassinés dans des accidents. Uday était intouchable. Même après avoir commis des crimes en plein jour, comme celui de son assistant personnel Kamel Hanna, il n'a jamais fait face à de réelles conséquences. Cette impunité a encore plus alimenté son sentiment de pouvoir illimité. Et les femmes, piégées dans ce cycle de terreur, n'avaient aucune issue. Tandis que le régime se décomposait lentement, les pratiques d'Uday devenaient plus cruelles. Pendant les années 90, après les sanctions internationales et l'isolement croissant de l'Irak, les disparitions ont augmenté. On estime que, rien qu'à Bagdad, des dizaines d'adolescentes ont été vues pour la dernière fois en sortant de leurs écoles pour monter dans des voitures officielles. Certaines ont réussi à s'échapper et à parler en secret à des journalistes étrangers, mais ces reportages ont été censurés ou ignorés. L'horreur était si grande que beaucoup préféraient ne pas y croire. Même après l'invasion, de nombreux détails sont restés sans éclaircissement par manque de preuves complètes. Le manque de documents, la destruction délibérée de preuves et la peur des survivants ont rendu difficile la reconstruction de l'ampleur réelle des dégâts. Ce qui a pu être confirmé, c'est que pendant plus d'une décennie, Uday a transformé le pays en son propre terrain de chasse. Il a utilisé les femmes comme des objets jetables, a imposé la peur comme méthode de contrôle et a étendu son influence au-delà des palais, dans les universités, les hôpitaux, les hôtels, les clubs, les ambassades, les chaînes de télévision. Le visage d'une femme qui l'attirait était suffisant pour déclencher une chaîne qui se terminait par l'abus ou la mort. Personne ne pouvait s'échapper et personne n'était prêt à l'affronter. Ce qui pour n'importe quelle personne serait une célébration ou un événement social, dans l'univers d'Uday Hussein, se transformait en une excuse pour déchaîner une violence planifiée. Les fêtes dans ses manoirs étaient des spectacles montés avec précision, où tout était conçu pour satisfaire ses caprices et alimenter son besoin de pouvoir absolu. Elles se déroulèrent fréquemment dans des salons de luxe couverts de rideaux sombres, entourés de caméras cachées, avec des tables débordant de nourriture importée, de liqueurs chères, de musiciens engagés et de douzaines de jeunes femmes sélectionnées pour leur apparence. Beaucoup de ces jeunes filles étaient des écolières obligées d'y assister, trompées par la promesse d'un prix académique, d'une bourse ou d'un entretien d'embauche. D'autres étaient des actrices locales, des présentatrices de télévision, voire des filles de fonctionnaires qui n'osaient pas s'opposer. L'ambiance au début était tendue, mais déguisée en courtoisie. Les femmes arrivaient vêtues de tenues de gala qu'elles n'avaient souvent pas choisies. Une fois à l'intérieur, elles étaient réparties en groupes selon le goût d'Uday, qui observait depuis un coin, fumant, buvant ou jouant avec une arme sur la table. Il suffisait d'un geste de sa part pour que quelqu'un soit emmené dans une pièce privée. Parfois, elles disparaissaient pendant des heures, d'autres ne revenaient jamais. Celles qui revenaient le faisaient en titubant, le regard vide, beaucoup sans chaussures ou avec des vêtements en désordre. Personne ne posait de questions. Les autres faisaient semblant de ne pas voir. C'était la seule façon de survivre à la nuit. Les drogues et l'alcool étaient une partie essentielle du mécanisme. Les boissons étaient frelatées avec des substances qui affaiblissaient la volonté. Uday préférait les victimes sans défense, confuses, incapables de réagir. Il utilisait également des opioïdes et des tranquillisants pour prolonger les effets. Dans certaines occasions, il ordonnait aux femmes de se déshabiller devant tout le monde, tandis qu'il lançait des commentaires vulgaires, les humiliait avec des jeux forcés ou les ridiculisait si elles pleuraient.
Si l'une d'elles osait refuser, elle recevait un coup de bâton, une gifle ou une menace directe avec un pistolet. Il y avait toujours des armes en vue. Certaines étaient décoratives, d'autres non. Il les utilisait pour contrôler, intimider et, en plus d'une occasion, pour tirer sans préavis. L'un des cas les plus cruels narrés par son double, Latif Yahya, s'est produit lors d'une fête où Oudaï s'est senti offensé par le rire retenu d'une jeune femme. Il a cru qu'elle se moquait de lui. Il a ordonné d'arrêter la musique, a fait s'agenouiller la fille au milieu du salon et l'a fouettée avec une ceinture en cuir pendant que les invités regardaient sans intervenir. Ensuite, il a ordonné qu'on lui serve un autre verre comme si de rien n'était. Ce mélange de violence et de banalité était constant. Les punitions pour mal regarder, désobéir, rire sans permission ou simplement ne pas lui faire plaisir étaient immédiates et brutales. Certains se terminaient avec des femmes jetées dans les escaliers, enfermées sans nourriture pendant des jours ou directement éliminées sans laisser de traces. Le sadisme d'Oudaï n'avait pas de limite. Un jour, il pouvait offrir à une victime une voiture de luxe, des bijoux ou un appartement. Le lendemain, lui défigurer le visage pour un geste qui lui déplaisait. Il maniait la peur comme un outil chirurgical. Il savait exactement comment maintenir les femmes et son entourage dans un état d'alerte permanent. Les caméras cachées étaient sa ressource préférée. Tout était enregistré. Les images alimentaient son fichier privé, accumulant des heures d'humiliation transformées en trophées personnels. Personne ne voulait apparaître sur ces enregistrements. Il savait que, s'il désobéissait, ces images pouvaient être envoyées à leurs parents, maris ou même publiées à la télévision. La création de son harem secret n'était pas une exagération rhétorique, mais une structure organisée. Il avait plusieurs résidences destinées exclusivement à l'hébergement de femmes qu'il devait faire tourner selon son humeur. Certaines étaient gardées pendant des semaines, d'autres pendant des années. Elles vivaient sous surveillance, sans téléphone, sans accès à la presse, avec des gardes entraînés pour empêcher toute tentative de fuite. Parfois, elles étaient récompensées par des sorties contrôlées pour faire du shopping ou aller à des traitements de beauté, mais toujours escortées. C'était un esclavage sexuel légalisé sous son régime. Personne ne les considérait comme des victimes. On s'attendait à ce qu'elles obéissent et se taisent. Parmi ces victimes se trouvaient des femmes qui avaient un jour fait partie de son cercle intime, des amantes devenues incommodes, des amies qui avaient tenté d'imposer des limites ou qui avaient osé le confronter. Elles ont toutes mal fini. Certaines ont été retrouvées sans vie, avec des signes de violence extrême. D'autres ont simplement disparu sans laisser de traces. L'histoire de l'assassinat de son valet personnel, Kamel Hanna, ne fut pas un fait isolé, mais le reflet de ce qui pouvait arriver quand quelqu'un trahissait sa confiance ou commettait l'erreur de le contredire. La violence était sa façon d'établir des hiérarchies. Ceux qui participaient à ces fêtes le savaient. Ils étaient là pour exécuter des ordres, applaudir, boire, se taire et, si nécessaire, participer activement aux abus. Le cercle le plus proche d'Oudaï, composé de gardes du corps, de secrétaires, de médecins, d'opérateurs de caméras et de chauffeurs, remplissait des fonctions spécifiques au sein de ce système. Certains aidaient directement à sélectionner les femmes, d'autres nettoyaient les pièces après chaque session, et quelques-uns se chargeaient de se débarrasser des restes. Bien qu'ils sachent que ce qu'ils faisaient était criminel, aucun n'osait le dénoncer. Tous savaient ce qui les attendait s'ils parlaient. Certains qui ont tenté de fuir ont été localisés dans d'autres pays et éliminés. D'autres ont simplement disparu du registre public. La terreur se maintenait non seulement par la punition, mais par la certitude qu'il n'y avait pas d'issue. Dans un témoignage postérieur à la chute du régime, un ex-collaborateur a raconté qu'Oudaï avait une liste codée où il marquait chaque victime avec un score. Il y avait des couleurs pour indiquer si la fille était obéissante, s'il fallait la droguer davantage, si elle pouvait être réutilisée ou si elle devait être éliminée. Cette déshumanisation absolue transformait les femmes en marchandises jetables. Il n'y avait pas d'empathie, il n'y avait pas de limite. Juste la volonté de quelqu'un qui croyait être au-dessus de toute loi. Et pendant que cela se passait derrière les murs de ces manoirs, dans les rues de Bagdad, se tissait un réseau de rumeurs que personne n'osait confirmer. Les familles savaient qu'il y avait des choses dont on ne pouvait pas parler. Les journalistes qui essayaient d'enquêter étaient arrêtés. Les femmes qui survivaient ne savaient pas à qui faire confiance.
Même les ambassadeurs étrangers évitaient d'intervenir par peur de provoquer des incidents diplomatiques. Uday le savait. Et cette certitude de pouvoir faire n'importe quoi sans en subir les conséquences a alimenté encore plus sa cruauté. L'attentat qui a laissé Uday Hussein gravement blessé en 1996 ne l'a pas arrêté, comme beaucoup s'y attendaient. Son corps a été affecté de manière permanente, avec une claudication visible et des séquelles neurologiques, mais sa brutalité n'a fait que s'accentuer. Si auparavant il jouissait d'un contrôle physique total, il déversait désormais sa rage et sa frustration sous des formes de domination encore plus impitoyables. Les séances d'abus sont devenues plus erratiques, les châtiments plus démesurés et les impulsions plus imprévisibles. Bien que sa présence publique ait diminué, ses fêtes privées, ses enlèvements et ses actes de terreur ont continué avec le soutien inconditionnel de son cercle de loyaux. Pendant ce temps, l'Irak commençait à s'effondrer sous le poids des sanctions internationales imposées après la guerre du Golfe. La population souffrait de pénuries alimentaires, de coupures d'électricité, de l'effondrement hospitalier et d'un appauvrissement généralisé. Mais dans les palais du clan Hussein, le gaspillage restait intact. Uday, depuis sa chaise spéciale, organisait des banquets, continuait à documenter ses abus pour sa propre consommation et maintenait son réseau de complicités actives. La télévision d'État évitait de montrer sa détérioration physique, mais les rumeurs circulaient, qu'il ne pouvait plus avoir de relations sans aide médicale, qu'il prenait des cocktails de drogues encore plus forts, que son instabilité le rendait plus dangereux que jamais. Derrière les murs de ses résidences, la terreur restait invisible. Les adolescentes enlevées n'ont pas disparu avec l'attentat. Les réunions privées, présentées comme des réceptions officielles, cachaient un arrière-plan de soumission et d'abus. L'utilisation de méthodes chimiques pour annuler la volonté de ceux qui tombèrent dans ces filets est devenue plus sophistiquée, et les registres s'accumulaient dans des archives secrètes. Des cadavres apparaissaient dans les zones rurales, les terrains vagues ou les bords de route, mais personne n'osait les relier publiquement à Uday. Les familles se taisaient, les juges obéissaient, et les médecins signaient des actes avec des causes de décès fausses. L'appareil de la peur fonctionnait intact, tandis que le pays sombrait. Lorsqu'en 2003 les troupes des États-Unis ont envahi l'Irak, la direction du régime est entrée en panique. Uday fut l'un des premiers à disparaître. Il a changé de résidence plusieurs fois, a utilisé des doubles, s'est déplacé avec des escortes qu'il adorait presque comme une divinité. Il savait que son nom figurait parmi les plus recherchés, aux côtés de son père Saddam et de son frère Qusay. Les rumeurs sur ses cachettes se sont multipliées, qu'il était à Tikrit, qu'il s'était déguisé en religieux chiite, qu'il utilisait des femmes comme boucliers humains. Pendant que le pays était bombardé et que le gouvernement s'effondrait, il se déplaçait dans des villages ruraux avec des réserves d'argent liquide, des armes et des matériaux confidentiels avec lesquels il maintenait le contrôle et le souvenir de ses actes. La chasse a pris fin le 22 juillet 2003, lorsque les forces américaines ont encerclé une habitation à Mossoul où se cachaient Uday, Qusay et le fils de ce dernier. Pendant des heures, le bâtiment a été assiégé. Il y a eu des tirs croisés, des tentatives de négociation, des détonations et finalement, l'irruption finale. Les corps des trois ont été retrouvés criblés de balles. Dans le cas d'Uday, son corps était méconnaissable en raison des impacts, mais il a été identifié par des moyens biométriques. Les images de ses restes ont parcouru le monde. Pour de nombreuses victimes, ce ne fut pas une réparation, mais bien une clôture symbolique. L'homme qui avait imposé la terreur sexuelle comme routine d'État était mort. Après l'opération, les troupes ont trouvé des documents, des ordinateurs, des archives physiques et des dizaines de cassettes vidéo. Dans certaines résidences, ils ont découvert des pièces cachées méticuleusement préparées pour contrôler, enregistrer et réduire au silence toute trace de résistance, même décorées de détails perturbants qui reflétaient un esprit décomposé. Il ne s'agissait pas de scènes improvisées, mais d'installations préparées avec une intention claire, capturer, soumettre, enregistrer et faire taire. Les registres écrits incluaient des listes de noms, des horaires d'entrée et de sortie, des doses administrées et même des appréciations personnelles d'Uday. Nombre de ces matériaux n'ont pas été révélés au public, mais une partie d'entre eux a été divulguée aux médias ou utilisée dans des rapports sur les droits humains. L'impact émotionnel sur la société irakienne a été profond. Les familles qui, pendant des années, avaient craint de parler, ont commencé à raconter à voix basse ce qu'elles avaient vécu.
Certaines femmes, en exil, ont offert des témoignages protégés. D'autres n'ont jamais osé rompre le silence. Les restes trouvés dans certaines résidences ont permis d'identifier plusieurs victimes disparues, mais beaucoup d'autres n'ont jamais été reconnues officiellement. Le manque de registres médico-légaux, la destruction d'archives et la peur persistante ont rendu toute enquête formelle difficile. Pendant des années, le sujet a été un tabou même au sein du nouveau gouvernement irakien, craignant de raviver des blessures trop récentes. Le legs que Uday a laissé après sa mort était un mélange de honte, de traumatisme collectif et de rage contenue. Les organisations de femmes ont documenté des centaines de cas qui pourraient être liés à son réseau de soumission systématique à des fins personnelles, mais les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. On estime que des milliers de jeunes, beaucoup d'entre elles mineures, sont passées par son système d'esclavage sexuel. Certaines sont mortes, d'autres ont subi des dommages physiques irréversibles, beaucoup ont conservé des séquelles physiques irréversibles. Et bien qu'il ne soit plus là, la douleur qu'il a laissée continuait d'être présente dans les hôpitaux, les familles brisées et les générations marquées par la peur. Au-delà des témoignages, la figure d'Uday a incarné une violence qui ne se limitait pas à un individu. Elle représentait l'usage absolu du pouvoir, pour humilier, détruire et soumettre sans conséquence. Sa mort n'a pas suffi à guérir. Pendant des années, de nombreuses victimes n'ont reçu ni attention psychologique ni reconnaissance officielle. Certaines ont été stigmatisées pour avoir été les femmes d'Uday, comme si elles étaient coupables au lieu de survivantes. Le silence persistant dans de nombreuses zones du pays n'est pas seulement un signe de peur, mais aussi de la profondeur du dommage. Encore aujourd'hui, dans certains secteurs d'Irak, le nom d'Uday n'est pas mentionné. Les femmes qui sont passées par ces réseaux vivent en cachant leur passé, et les familles qui ont perdu des filles n'ont pas trouvé justice. L'État n'a jamais mis en œuvre de processus de réparation structuré. Les archives trouvées n'ont pas été rendues publiques dans leur totalité, et les nouvelles générations grandissent avec des fragments incomplets de l'horreur qui a marqué tout un pays. Car ce qu'Uday Hussein a fait n'était pas seulement la perversion d'un homme malade, c'était le symptôme extrême d'un système qui permettait d'utiliser le pouvoir pour soumettre de la manière la plus intime et cruelle, et le silence comme norme. Un système qui, bien qu'il se soit effondré, a laissé des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées.